Et la révolution ne s'arrête pas là. Demain, c'est au tour des objets d'être connectés. Un bracelet pour suivre ses performances sportives, un frigidaire qui fait les courses tout seul, ou encore une maison intelligente qui ouvre et ferme les volets, la porte du garage, règle la température, allume et éteint les lumières. C'est un marché en pleine ébullition. Il y aurait déjà 15 milliards d'objets connectés. Il pourrait être 80 milliards en 2020. Alors comment fonctionnent ces objets et sont-ils sûrs? Peuvent-ils être piratés? C'est un aller simple pour un futur déjà très proche, signé Marine Pradel, Alain Henry et Damien Labbé. 18h en banlieue parisienne. Les yeux et le pouce sur son smartphone, Cédric ressemble à beaucoup de Français de retour du travail. Sauf qu'il n'est pas en train d'envoyer des SMS. Là, qu'est-ce que vous faites? Là, je viens d'ouvrir le portail. Avec votre smartphone? Oui. Du bout des doigts, cet homme pilote sa maison. Là, je dis à la maison que je rentre, donc les volets vont s'ouvrir. Chez lui, Cédric a relié des dizaines d'objets à Internet. Il les contrôle à distance, grâce à son téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler d'autre à partir de votre téléphone? Alors, à partir du téléphone, il va être possible de contrôler l'intégralité des lumières. Dans toutes les pièces de la maison, des caméras de surveillance, elles aussi connectées. Imaginons que je ne sois pas à la maison. J'ai besoin de vérifier pour une raison ou pour une autre ce qui se passe dans la maison. J'ai un accès direct à l'intégralité des images prises par les caméras de la maison. Les chambres de mes filles, l'entrée, le garage, l'extérieur. Même si vous êtes en vacances au ski? À partir du moment où mon téléphone capte, j'ai accès à la maison. Cédric ne s'est pas contenté de connecter son logement. Il garde en permanence ce petit boîtier dans sa poche. J'utilise un capteur qui va m'afficher le nombre de pas que je fais dans la journée en temps réel et puis un certain nombre d'informations comme l'altitude à laquelle je suis monté virtuellement en fonction du nombre d'étages que je graphie dans la journée, le nombre de kilomètres parcourus, les calories dépensées et qui va me permettre également, grâce à un petit capteur, de prendre mon rythme cardiaque. Au moment d'aller se coucher, il appuie sur Bonne nuit. Tout le pavillon se met en sommeil. Maison, mais aussi santé, électroménager. Des dizaines d'objets connectés sont déjà disponibles en France, comme la fourchette connectée. Elle vous alerte si vous mangez trop vite ou si vous ne mâchez pas assez. La raquette de tennis qui enregistre les performances du joueur et les compare à celles de Rafael Nadal. Cette tige plantée dans la terre, elle prévient quand les plantes ont besoin d'eau. Ou encore, le réfrigérateur dit intelligent. Il envoie un SMS à son propriétaire quand il n'y a plus de lait. Il peut aussi passer commande automatiquement sur le site d'un supermarché. En 2020, 80 milliards d'objets connectés peupleront notre quotidien. Comme ces voitures qui rouleront sans conducteur. Comment fonctionnent ces objets d'un nouveau type? Les utilisateurs l'ignorent souvent. Tous ces dispositifs recueillent des données sur leur vie privée. Sont-elles bien protégées? Allez simple pour un futur très proche. Centre commercial de Rosny-sous-Bois, en région parisienne. Voici une enseigne d'un nouveau genre, un magasin dédié à la vente d'objets connectés. En France, il s'en ouvre un par semaine. Des objets qui intriguent. Delphine Ohana souhaite remplacer son vieux pèse-personne. Ça consiste en quoi en fait une balance connectée? Ça veut dire quoi? Une balance connectée, c'est quoi? Ça reste déjà une balance, donc du coup elle va mesurer votre poids. Par contre, le petit plus, c'est que cette donnée va être envoyée immédiatement sur votre téléphone. Sur le téléphone. Exactement. Au-delà d'être connecté, c'est qu'également elle va vous donner des indications par exemple sur votre masse grasse, parce qu'effectivement le poids, ce n'est pas que du muscle. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 profils utilisateurs. Donc vous, monsieur, les enfants, enfin un petit peu tout le monde. Ce qui m'intéresse dans la balance connectée, c'est que je vais pouvoir avoir un compagnon qui va pas me quitter aussi fidèle que mon téléphone portable, qui va pouvoir me dire retourne faire une séance d'aquabike parce que t'es pas dans le move, et ben voilà, je suis. Ça, c'est mon compte utilisateur. C'est super. Delphine achète l'appareil. 149 €. À bientôt. 3 à 6 fois plus cher qu'un pèse-personne traditionnel. De retour chez elle, dans le 20e arrondissement de Paris, Ma petite balance. Delphine va paramétrer le dispositif.
Je vais la déballer. On va voir si c'est aussi simple qu'on me l'a promis. Première étape, elle télécharge une application sur son téléphone. Yes. Alors, bienvenue sur Elfmate. Rejoindre Within, oui. Elle enclenche ensuite cette touche pour relier la balance à son smartphone. Les recherches. Une grande histoire va naître entre ces deux appareils. Je vais les connecter. 15 minutes plus tard, le programme est activé. Delphine peut enfin se peser. Oh, mais je l'aime cette balance. C'est une blague. Pourquoi? Bah parce que j'ai carrément 5 kilos de moins que ce que je pensais. Non mais je rigole pas. Oh, extraordinaire. Ça vous pouvez filmer. À chaque nouvelle pesée, son poids sera envoyé automatiquement vers le téléphone. Bientôt, elle pourra en suivre les évolutions jour après jour. La balance de Delphine a été conçue à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. Cette entreprise, créée il y a 5 ans par Cédric Hutchings, a tout misé sur les objets connectés liés à la santé. Le pèse-personne est le produit phare de la marque. Il s'en est déjà vendu des dizaines de milliers dans le monde. Alors, cette balance est très spéciale et l'une de ses particularités, c'est qu'on retrouve à l'intérieur des composants électroniques qui assurent la transmission sans fil du pèse-personne. C'est ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est quelque part bardé d'électronique que vous ne retrouverez pas dans un pèse-personne qui fait que mesurer et afficher le poids, mais qui va permettre d'assurer cette communication. Dans cette publicité, la marque annonce aussi la sortie d'un appareil qui va mesurer la qualité du sommeil. Cet objet que vous avez ici vient se glisser sous le matelas et donc on oublie complètement, mais qui va donc comprendre précisément si vous vous reposez correctement pendant la nuit. On a continué avec un tensiomètre, il suffit de l'entourer donc autour du bras, de le connecter à son téléphone portable, il marche aussi sans fil, et de relever donc immédiatement ma tension artérielle. Au poignet de Cédric, un boîtier connecté lui aussi. Ici, tous les employés sont encouragés à en porter un. Il mesure l'activité physique, les déplacements. Des informations a priori personnelles, pourtant affichées en temps réel, aux yeux de tous, au milieu des bureaux. Cela ne semble déranger personne. Pour le patron, ce n'est rien d'autre qu'un signe de la motivation de l'équipe. On verra d'ici quelques années un objet, une pèse-personne non connectée en se demandant mais à quoi ça pouvait servir si ça ne fabrique pas mes courbes de poids ou si mon médecin ne peut pas avoir accès à ma prise de tension artérielle que je prends chez moi. Cédric Hutchings vante une révolution technologique. D'autres s'inquiètent de la vulnérabilité des objets connectés. À la différence des ordinateurs, ils ne sont pas protégés par un antivirus. Ils peuvent être la cible de cyberattaques. En janvier dernier, 100 000 objets connectés, dont des téléviseurs, des consoles de jeux vidéo et même des réfrigérateurs, ont été piratés. Utilisés pour lancer une attaque massive et envoyer plus de 750 000 courriers électroniques frauduleux. Des spams. Il y a plus inquiétant. Aux États-Unis, récemment, un inconnu prend le contrôle d'un babyphone connecté. L'homme s'en sert alors pour insulter un bébé. Un choc pour les parents. Il lui disait « Lève-toi, Addison, espèce de petite... » Les objets connectés sont-ils si vulnérables? Nous décidons de nous livrer à une expérience. Nous faisons appel à un spécialiste informatique pour tester la maison connectée de Cédric, avec son accord. L'expert commence par créer un réseau Wi-Fi parallèle. Puis il trompe le smartphone de Cédric pour que celui-ci se connecte sur ce faux réseau. En 30 minutes, il parvient à intercepter toutes les communications entre Cédric et sa maison. Donc là, j'ai pu récupérer toutes les informations que l'application envoie pour faire une action sur la maison. Par exemple, fermer un volet, allumer la lumière, etc. Cuisine, garage, chambre. Il peut maintenant espionner l'activité à l'intérieur de la maison. Donc on a un des détecteurs de mouvement qui est installé dans la maison. Donc on a sa localisation et ainsi que son état. Donc ici à faux, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement dans cette pièce-là actuellement. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce ou pas. Tout à fait, oui. Ça ne fait pas craindre des risques, par exemple, de cambriolage. Pour moi, l'aspect maison connectée ou domotique, c'est un confort. Ça va être un confort de vie,
En face, je sais qu'il y a des contreparties, je sais qu'il y a un certain nombre de failles qui existent. Par contre, je pense qu'il faut être très vigilant sur la manière dont on connecte sa maison à Internet, puisque visiblement la faille vient de la manière dont elle se connecte. L'expert réussit à surveiller l'installation, mais il ne peut pas aller plus loin. Cédric a su sécuriser son réseau. C'est loin d'être le cas pour la majorité des amateurs d'objets connectés. Récupérer leurs données, les publier, est devenu un jeu pour les pirates informatiques. Le spécialiste nous montre un site étonnant. Accessible à tous, il répertorie des milliers d'objets connectés à travers le monde. Il choisit la maison d'un certain Alex, situé en région parisienne. Là, on voit tous les scénarios que la personne en question a programmés dans sa maison. Donc tout ce qui est, on peut dire, des tâches planifiées qui s'exécutent chaque jour. Hein. Par exemple, allumer la lumière le matin, allumer le chauffage avant de rentrer le soir, des choses comme ça. Donc on peut en déduire toutes ces habitudes. Par exemple, là, on peut voir que la personne revient à 8 heures parce qu'elle a programmé d'allumer le chauffage à 7 heures, par exemple. D'après l'expert, le site permettrait d'aller encore plus loin. N'importe qui pourrait prendre le contrôle de ces objets. On peut par exemple éteindre la lumière ou allumer la lumière en pleine nuit, ouvrir les volets. J'ai vu aussi l'alarme, je crois, quelque part. Non, il y a une alarme intégrée. Sirène virtuelle ouais. Peut peut-être potentiellement la faire sonner, je ne sais pas. Donc là, si on clique là, ce Alex en question, il n'a plus de lumière dans son salon. Tout à fait, oui. C'est pas tentant de le faire? C'est mal. C'est même illégal. Il nous sera impossible de localiser précisément Alex et de vérifier que le site permet réellement d'agir sur les objets connectés de sa maison. Le test s'arrêtera là. La question de la sécurité informatique devient essentielle à l'heure où des villes entières envisagent de connecter leurs services. Nice, 500 000 habitants, 5e ville de France, se verrait bien première ville connectée de l'Hexagone. Depuis un an, elle mène une expérience. Sur ce boulevard, dans quelques mois, les lampadaires moduleront la luminosité en fonction du nombre de passants. Grâce à ces boîtiers blancs, installés par Cisco, le géant de l'informatique. Anne Lange en est la directrice de l'innovation. Bonjour. Le lampadaire lui-même est un objet connecté, un lampadaire intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, avant l'Internet des objets, une ville, elle allume et éteint la lumière finalement tous les jours à heure fixe, sans pouvoir vraiment pondérer en fonction des besoins. Grâce à l'Internet des objets, on va être capable de calibrer la lumière en fonction du nombre de passants qui sont repérés notamment par le port de leur smartphone. On sait compter le nombre de passants. Parce qu'on sait compter le nombre de smartphones qui passent sous cette borne. Exactement. Smartphones qui sont reliés en fait au Wi-Fi. Bientôt, la firme le promet, même les poubelles seront dotées d'intelligence. Lorsqu'elles seront pleines, elles préviendront directement les camions pour qu'ils viennent les ramasser. Les caméras compteront les voitures et enverront des messages aux automobilistes pour qu'ils évitent les bouchons. Déjà aujourd'hui, à Nice, les places de parking sont connectées. Une application développée par la ville nous indique les places de stationnement libres. Alors, on va aller se garer ici, là, apparemment rue de Paris. Pour payer, il suffit d'entrer le numéro de la place et de la carte bleue sur le téléphone. Le stationnement connecté est-il bien sécurisé? Un spécialiste en informatique niçois va tenter de répondre à cette question. Prudent, il préfère garder l'anonymat. Pour cela, il place son ordinateur entre le téléphone et le serveur et intercepte toutes les communications qu'ils s'échangent. Première faille, ces informations ne sont pas cryptées. Elles sont lisibles par tout le monde. Nous faisons le test avec notre propre téléphone. L'expert va nous pirater. Alors que nous réglons notre stationnement, il récupère instantanément toutes les informations
comme notre numéro de téléphone, mais aussi le code secret de l'application qui permet de payer. Dans un second temps, il se fait passer pour l'application de la ville connectée. Deuxième faille, le serveur ne demande pas de certificat d'authentification. À aucun moment, il ne vérifie qu'il s'agit bien de l'application et non d'une personne malveillante. Donc ici, on va simuler le paiement de l'utilisateur pour la place de parking. Donc là, on envoie la requête. Quelques secondes plus tard, il parvient à régler son parking. Et donc là, on a un retour, on voit ici un retour du serveur. Ici, on retrouve la plaque d'immatriculation du véhicule, la date de fin de validité du ticket de parking. Donc tout est OK, donc le paiement est bien passé. Il a réussi à débiter le montant de 2 tickets de parking de notre compte bancaire sans jamais avoir eu notre carte bleue en main. Les montants sont faibles. L'opération doit être effectuée dans un rayon de 200 mètres de l'objet connecté. Le piratage reste limité. Mais selon ce spécialiste, cette expérience met en évidence des risques bien plus sérieux. Ça peut poser de gros problèmes, surtout de sécurité. Si c'est par exemple, ça pourrait être très bien des caméras ou des choses comme ça où les remontées d'informations pourraient être interrompues. Donc, par exemple, on pourrait mettre une caméra hors service, ne serait-ce que quelques minutes, si elle est connectée en Wi-Fi. La preuve par l'exemple. En 30 minutes, à l'aide d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet, il affirme pouvoir couper toutes les communications Wi-Fi des lampadaires connectés du boulevard. C'est facile de hacker un système connecté comme ça? Quel que soit le niveau de protection utilisé par le Wi-Fi, c'est plus facile vu que le Wi-Fi est accessible à tout le monde. Les ondes sont partout, elles ne s'arrêtent pas à un mur ou ce n'est pas délimité, donc c'est forcément plus hackable. La mairie a-t-elle conscience de la fragilité du système de la ville connectée? Nous avons demandé à parler à un ingénieur des services techniques de la ville. C'est le maire, Christian Estrosi, qui a tenu à nous répondre. Vous avez détecté déjà des tentatives d'intrusion? Ça vous est déjà arrivé depuis que vous avez installé ce dispositif? Non, je n'en ai jamais relevé depuis que nous avons ce dispositif. Et bien évidemment, si nous avions trouvé la moindre fragilité, mais l'expérience nous a démontré, parce que nous avons fait des tests, que là où jusqu'à présent toute ville de France pourrait se retrouver très facilement dans le noir, très facilement, désormais, au contraire, nous serons beaucoup plus sécurisés que nous ne l'étions par le passé. Je voulais vous montrer juste quelque chose. Moi, j'ai posé la question à un expert informatique. J'ai demandé de regarder un petit peu le système comme c'était fait. Il a regardé. Ici, on retrouve la plaque d'immatriculation du véhicule, la date de fin de validité du ticket de parking. En moins d'une demi-heure, avec une connexion Internet, quelqu'un que je ne connais pas peut potentiellement faire payer son stationnement par ma carte bancaire. Par votre carte bancaire, par la carte bancaire de n'importe qui. Ah non, parce que si j'ai ma carte bancaire avec moi, personne ne l'utilisera à ma place. C'est ce qu'il a fait. Il lui a fallu moins d'une demi-heure et juste une connexion Wi-Fi. Et sur le boulevard... D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on se revoie avec la personne. Oui, mais d'accord. Dernière chose, mais sur le boulevard, les lampadaires, lui en regardant... L'interview s'arrête là. 10 jours plus tard, la ville de Nice ainsi que Cisco, l'entreprise informatique responsable du système, nous enverront cet email indiquant qu'un audit de sécurité a été effectué et qu'aucune faille n'a été constatée ni avant ni après notre passage. Pourtant, notre expert est bien parvenu à débiter notre compte, ainsi qu'à déconnecter momentanément les appareils du boulevard. Il y a un autre risque avec les objets connectés, bien plus sournois. Celui d'être espionné, décrypté, ciblé. Aujourd'hui, l'objet connecté le plus vendu, c'est la télévision. Vous ne le savez peut-être pas, mais là, de l'autre côté de l'écran, vous nous regardez peut-être sur un poste connecté. Près de la moitié des téléviseurs vendus aujourd'hui sont reliés à Internet. Prix moyen, 700 €. C'est un téléviseur
de base, hein, c'est vraiment pour regarder la télé. Et en plus, on a donc cette possibilité de se connecter à Internet. C'est un confort en fait pour l'acheteur. Il n'a pas besoin de se lever de son canapé pour aller chercher sur sa tablette ou son PC portable, le temps de l'allumer, etc. Là, juste d'une simple touche, il se connecte à Internet, il a ses applications comme sur son PC ou sa tablette. Et du coup, la télévision, quand moi je m'en sers, elle garde des informations sur moi comme mon ordinateur? Non, quand vous faites une recherche sur Google, c'est vraiment c'est bloqué. Selon ce vendeur, les télévisions connectées ne récolteraient pas d'informations sur les utilisateurs. Pourtant, un homme affirme aujourd'hui que ces écrans nous espionnent. Pour le rencontrer, nous avons dû passer sous la Manche, traverser l'Angleterre, jusqu'à ce petit cottage de la région de Leeds. Bonjour, je suis Jason. Jason Huntley a été le premier à faire une découverte étonnante. C'était en novembre dernier. Il venait de s'acheter un téléviseur connecté de la marque LG. Le premier truc qui m'a intrigué, c'est ici. Il y avait des pubs sur l'écran d'accueil, ce qui est inhabituel. Je n'avais jamais vu ça avant sur aucune des télévisions LG que j'avais eues. Ni même sur aucune télévision d'ailleurs. On s'est dit que c'était étrange que sur une télé aussi chère, que vous payez potentiellement plusieurs milliers d'euros, qu'ils aient choisi de mettre de la pub sur le menu et de faire quelques centimes de plus sur chaque téléviseur vendu. Ça n'avait pas de sens. Donc j'ai décidé de connecter ma télé sur mon ordinateur, celui que vous voyez là. D'ailleurs, il enregistre le trafic maintenant. Jason fait partie de ces personnes qui savent lire et traduire ce genre de lignes de code. Je me suis rendu compte que la télévision envoyait des informations sur quelle chaîne était regardée en temps réel. À chaque fois que j'appuyais sur un bouton de la télécommande pour changer de chaîne, cette information remontait instantanément vers le serveur d'LG, en disant « vous regardez maintenant la BBC 2 ou la chaîne d'histoire » ou ce genre d'infos. Il y a plus troublant. Un jour, Jason décide de regarder un film de famille stocké sur un disque dur externe. Il le branche sur sa télévision et là, surprise. Au milieu du flux d'infos qui était renvoyé sur le serveur d'LG, il y avait des infos sur le contenu d'un disque dur externe que j'avais branché sur la télé, et notamment la vidéo que j'avais fait avec les enfants pour Noël. Ça aussi, ça partait sur le serveur d'LG. C'était vraiment choquant. Ici, on le voit, Emma et Simon en famille. Emma, Simon, des données privées captées par le fabricant via le téléviseur. Quel usage la société LG peut-elle faire des informations qu'elle recueille sur les téléspectateurs? Nous nous sommes procuré une vidéo produite par l'entreprise. Dans ce film promotionnel, LG s'adresse à des partenaires commerciaux. La publicité ciblée dont vous avez toujours rêvé, LG la transforme en réalité. Le système de publicité intelligente LG analyse les programmes préférés des téléspectateurs, leur comportement en ligne, leurs recherches sur Internet et d'autres informations encore pour proposer des publicités adaptées et cibler les téléspectateurs. Par exemple, notre système vous permettra de proposer des costumes très chics aux hommes ou des cosmétiques dernier cri et des parfums aux femmes. Nous contactons LG. Je voulais juste savoir si on peut avoir une réaction. Non. Donc pas de réaction d'LG concernant les télévisions connectées et le système Smart Ad de publicité ciblée. Voilà, c'est ça. D'accord, mais alors donc est-ce qu'on peut avoir une réponse sur la publicité ciblée? Depuis les révélations de Jason en Grande-Bretagne, LG affirme avoir mis un terme à ces pratiques. Comme LG, Panasonic, Samsung, Sharp, toutes les grandes marques prévoient d'intégrer des publicités ciblées à leur nouveau modèle de télévision connectée. Les objets connectés pourraient donc se transformer en mouchards. Ceux qui les possèdent en sont-ils conscients? Quand elle a acheté son pèse-personne, Delphine s'est-elle posé cette question? Vous avez pas peur qu'un jour on vous envoie des publicités par exemple pour un régime? Alors là, je vais aller la rendre. J'avais pas pensé à ça. Je sais pas. J'espère pas. J'espère que je peux lui faire confiance aussi bien pour me donner mon poids que pour garder confidentiel ces données.
Quand vous avez installé l'application, on vous a parlé de ça? Je vais vous dire très clairement, en fait, j'ai pas, comme d'habitude, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, j'ai dit oui, 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 et puis j'ai pas cherché à comprendre, j'aurais lu. Que fait le fabricant de la balance des informations personnelles de Delphine? Retour à Issy-les-Moulineaux. Avant d'être lisibles sur son téléphone portable, les courbes de poids de Delphine arrivent ici, sur cet ordinateur. Là, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est en vert clair, je ne sais pas si on le voit très bien. Donc c'est un exemple du signal brut qui est remonté par la balance. Donc on voit des variations très fortes qui sont induites par la personne qui est en ce moment posée sur le pèse-personne. Des informations comme celle-ci, le fabricant en possède des millions, stockées dans ses serveurs. La plus grande base de données au monde sur le poids. Le patron affirme qu'il ne vend pas ces informations. Ça, c'est des informations qui intéressent beaucoup, j'imagine, les gens qui vendent des régimes, les salles de sport, les gens qui font des vêtements de sport. Est-ce que vous leur partagez ces données? Donc aujourd'hui, non, mais c'est des scénarios, encore une fois, de recherche. C'est-à-dire connaître la taille moyenne des femmes en France peut représenter une valeur pour les personnes qui fabriquent des vêtements, bien sûr, ou le comportement ou les sujets d'intérêt pour des éditeurs de magazines, que sais-je. Donc ce sont des voies de recherche pour WeThings. On s'autorise tout à fait à réfléchir à ces questions et la manière de valoriser ces données anonymes. En France, donc, la société ne commercialise pas encore les données de ses clients. Aux États-Unis, elle prend moins de précautions. Elle a déjà commencé à vendre ces informations à une compagnie privée d'assurance maladie. Conséquence, des bonus peuvent être proposés aux assurés qui perdent du poids. Les données personnelles sont devenues l'objet d'un marché mondial qui devrait atteindre les 1000 milliards de dollars en 2020. Des sociétés se sont spécialisées dans leur traitement, comme l'entreprise américaine Axiom, le leader du marché. Nos demandes d'interview ont été refusées. Sous couvert d'anonymat, un ancien salarié de cette société a accepté de nous parler. Les objets connectés, c'est un canal encore de plus pour connecter de l'information. Vous achetez un produit physique à 200 €, et ensuite après, la marque pourrait revendre les informations que cet objet connecté transmet grâce à vous à cette marque. Toutes les marques cherchent à avoir des données optimisées de vous, de votre consommation, de vos cycles de vie et bien sûr de votre santé. Ces informations personnelles ont un prix. Selon lui, voici la moyenne des prix pratiqués sur le marché. Ma pointure vaut 15 centimes d'euros, tout comme mon poids, 15 centimes d'euros. Mon adresse postale, 49 centimes d'euros. Mon numéro de téléphone, 60 centimes. Ma taille, mon adresse mail, 15 centimes. Ma géolocalisation, 1 euro. Au total, sur le marché, toutes ces informations sur ma personne valent 2,69 €. Des informations personnelles vendues à l'insu de l'utilisateur. Ce commerce laisse craindre d'autres dérives. Balance votre petit bracelet qui calcule vos poids. Là, on touche à l'intime et à la santé des gens. Donc, votre assureur veut plus vous assurer parce que vous avez son appréciation à l'arrêt avec votre bracelet électronique pour faire vos footings. Tout ça peut être un peu plus dangereux. L'idée, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de choses qui vous appartiennent. Chaque jour, la réalité se rapproche un peu plus de la science-fiction. Comme dans le film Minority Report, sorti il y a 12 ans déjà. Steven Spielberg imaginait des individus identifiés instantanément, interpellés par leur nom dans des publicités en 3D. Ciblage publicitaire, piratage, ces risques, certains préfèrent aujourd'hui les ignorer. Ils ne voient dans les objets connectés que le signe d'une nouvelle ère, celle du contrôle absolu. Aux États-Unis, à Boston, Panos, jeune cadre dynamique, est un adepte du mouvement Quantified Self. Comprenez, la mesure de soi. Vous voyez ce petit boîtier là sur ma chaussure. Il est connecté à une application sur mon téléphone. Il y a le temps, la distance, les calories brûlées, il y a votre rythme cardiaque et puis il y a votre pourcentage de progression. Que lui apportent toutes ces informations ?
Cela me permet d'analyser mes performances et de voir si je m'améliore. Et vous savez, je pense qu'il y a juste quelque chose qui nous est propre à nous, les êtres humains. On veut savoir comment on va, on veut pouvoir se mesurer, voir si on s'améliore avec le temps et se fixer des objectifs. Panos va encore plus loin. Il se mesure de l'intérieur. Tous les mois, il prélève un échantillon de son sang, l'envoie par la poste à un laboratoire connecté et reçoit ses analyses très précises directement sur une application. Donc là, je rentre dans mon compte sur Inside Tracker et vous voyez, je reçois un certain nombre d'informations sur ce qu'il y a dans mon sang. Donc par exemple, l'hémoglobine, il m'explique que ça sert à transporter l'oxygène dans le sang. Ils me disent d'incorporer plus de légumes verts, plus d'asperges, plus de céréales complètes dans mon alimentation pour améliorer ma santé. En fonction des résultats d'analyse, l'application lui suggère des menus. Donc là, je prépare mon petit déjeuner. C'est mon petit déjeuner du dimanche. Je mets des épinards, comme on m'a demandé, de l'ail, qui a des effets positifs sur la circulation sanguine, et plein d'autres bienfaits. Je ne mets aucun ingrédient par hasard. Supprimer le hasard. C'est peut-être cela, le rêve des objets connectés. Un être humain optimisé qui aurait dans la main la télécommande de son existence.